Alors, je vous souhaite à tout le monde la bienvenue. Donc, merci de vous être déplacés aujourd'hui pour participer au symposium. On est vraiment très heureux, après plusieurs mois de travail, de vous rencontrer aujourd'hui. Des gens d'horizons variés. On est vraiment très privilégiés. Alors, je me présente. Je m'appelle Stéphanie Boyer. Je suis étudiante à la maîtrise ici en sociologie. Je suis coordonnatrice du CIRSEM et c'est moi qui vais être maître de cérémonie pour les 2 prochaines journées qu'on va passer ensemble. Alors, j'aimerais vous expliquer un petit peu comment a commencé cet événement-là. C'est un événement qui est organisé par le CIRSEM en collaboration avec l'INM. Et l'objectif était de réunir des gens de milieux variés, du milieu universitaire, du milieu scolaire et du milieu communautaire pour discuter ensemble des enjeux liés à l'éducation, à la citoyenneté. Donc, c'est pour ça que l'accent va être mis vraiment tout au long de la journée sur les discussions entre les participants. On va avoir des présentations, mais on va essayer de s'en tenir vraiment à une courte durée pour vraiment vous laisser le plus de temps pour discuter ensemble. Mais d'abord, j'aimerais vous présenter l'instigatrice et la responsable de cet événement, Stéphanie Gaudet, qui est la directrice du CIRSEM et professeure associée à la Faculté des sciences sociales. Merci. Alors, merci Stéphanie. Je suis vraiment fière que ce soit une de mes étudiantes de maîtrise, qui soit la maîtresse de cérémonie. Je suis fière de mes étudiantes et étudiants, puisqu'Alexandre est le seul représentant de la gente masculine, je pense, aujourd'hui, qui sont assis aux tables et qui vont être rapporteurs aujourd'hui. Alors, d'abord, j'aimerais remercier Michel Venn, qui est juste là. Allô, Michel? À côté d'Alexandre, c'est ça. Les 2 barbus, juste là. Michel Venn, qui est directeur et cofondateur de l'Institut du Nouveau Monde. Ça fait maintenant une dizaine d'années qu'on travaille ensemble parce qu'à l'Institut du Nouveau Monde, ils ont développé des écoles d'été à la citoyenneté que je suis religieusement parce que ce sont de belles initiatives qui réunissent beaucoup de jeunes. Et on collabore aussi beaucoup dans des colloques à l'ACFAS depuis plusieurs années. Donc, je suis contente que l'INM soit notre partenaire dans l'organisation de ce symposium-là, puisque c'est comme une concrétisation d'un partenariat qui était là déjà depuis plusieurs années. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue à Martine Bois-Fournier. J'espère que je ne me trompe pas dans les noms. Des fois, qui est, elle, au Forum Jeunesse de l'Île de Montréal, qui est un partenaire qui s'est joint au partenariat donc, que je suis en train de créer sur l'éducation à la citoyenneté démocratique. Donc, comme Stéphanie Boyer l'a expliqué, l'objectif, c'était de réunir différents acteurs aujourd'hui, des acteurs qui travaillent souvent en silo, c'est-à-dire des gens dans le milieu communautaire qui sont très actifs dans le développement de l'éducation à la citoyenneté, des gens aussi du milieu scolaire qui œuvrent très fort auprès des jeunes pour développer des citoyens et qui ont souvent peu de ressources, puisqu'on sait, en tout cas du côté québécois, qu'il y a beaucoup de coupures dans le milieu de l'éducation. Alors, je suis contente aujourd'hui que ce soit un secteur, excusez du lapsus, un lieu de ressourcement et d'échange avec eux, parce qu'on a rarement la chance d'échanger avec eux, nous, en sciences sociales. Alors, j'aimerais... L'objectif, comme Stéphanie l'a dit, c'est vraiment que l'on discute. Donc, vous êtes 55. Je ne voulais pas avoir 100 personnes. Il y a 55 personnes. Vous êtes à des tables rondes. On vous a donné des petits animaux. Et vous allez voir, on va échanger les petits animaux au cours des 2 journées pour favoriser le métissage et le changement, le dialogue. OK? Alors, je vous avertis, gens du milieu universitaire, ça va peut-être être un choc. Alors, préparez-vous, parce que nous ne sommes pas dans un... J'essaie de sortir un peu des sentiers battus. Nous ne sommes pas dans un colloque traditionnel, mais je pense qu'on va sortir enrichi, vraiment, de nos discussions. Et je voudrais vous raconter un petit peu la petite histoire derrière tout ça. Vous savez, il y a toujours la grande histoire officielle, la petite histoire. J'ai invité aujourd'hui Michel Sasseville.
qui est professeur de philosophie à l'Université Laval. Et Michel Sasseville a développé, il a fait beaucoup de travail au Québec en philosophie pour enfants. Et moi, j'ai étudié en philosophie, étant montréalaise, mais je suis allée à l'Université Laval. Et là, j'ai fait les cours de philosophie pour enfants et je me suis dit, mon Dieu, c'est ça faire de la recherche. C'est ça réfléchir. C'est ça bâtir, se questionner honnêtement, c'est-à-dire sans faire de la propagande ou de vouloir convaincre. On veut travailler ensemble, réfléchir ensemble. Alors, la petite histoire, c'est que je pense que Michel Sasseville est à l'origine de tout ça, même s'il ne le sait pas. Alors maintenant, je suis devenue professeure en sociologie. Je suis passée de la philo à la socio. Et ça me fait vraiment plaisir de t'inviter, de vous inviter, M. Sasseville. Alors, je pense que ça fait 20 ans, lui, il ne se souvient pas de moi, ça fait 20 ans qu'on s'est vus, alors il n'y a pas de problème. Pas de problème si tu ne te souviens pas de moi. Ça me fait vraiment plaisir de remercier. Hein, l'éducation, c'est une histoire de transmission. Puis je pense qu'il faut reconnaître ce qui nous a été transmis pour bien le retransmettre à nouveau, en le réinventant. Puis c'est ensemble qu'on va réinventer ça aujourd'hui et demain. Alors, avant de commencer, je voudrais vous présenter un petit peu c'est quoi l'éducation à la citoyenneté démocratique. Donc, moi, je ne suis pas une experte de l'éducation. Je travaille sur la participation sociale et politique des jeunes. Je travaille sur la participation sociale et politique à travers les parcours de vie. Et c'est en étudiant donc la participation des jeunes adultes et aussi des différents groupes d'âge, des retraités, que je me suis dit, bien finalement, on devrait peut-être travailler en amont, c'est-à-dire auprès des enfants et des adolescents, puisque c'est à ce moment-là où il y a beaucoup de transmission, de discussion, de formation qui se passe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai changé un petit peu mon objet de recherche. Je me suis dit, je suis toujours dans les parcours de vie, mais plutôt que d'aller vers les plus vieux, je me suis dit, on va se tourner, même pas chez les jeunes adultes, on va aller vers les enfants, les adolescents. Pour moi, l'éducation à la démocratie, à la citoyenneté démocratique, donc, c'est de permettre aux jeunes d'âge scolaire de développer des connaissances puis des attitudes nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté active. Les recherches montrent que la citoyenneté active découle d'apprentissages émotifs, cognitifs, sociaux complexes, qui s'échelonnent à travers un long processus de socialisation, de construction, dans l'enfance et l'adolescence. Ces pratiques de fabrique de la citoyenneté, comme diraient certains anthropologues, comme Neveu, par exemple, font l'objet de recherches scientifiques dans une diversité de disciplines. Puis, il y a une très grande variété d'approches dans la façon de développer des citoyens. Les travaux sur la conception même de la citoyenneté sont des constructions normatives. Elles sont traversées de certaines idéalités, donc chacun a des idéaux sur ce que devrait être le bon citoyen. Certains privilégient l'apprentissage de la recherche de consensus pour développer des projets citoyens. D'autres encouragent le développement de la pensée critique. Nous aurons ce soir à la conférence publique à la Grande Bibliothèque Archives Canada, Joël Westheimer, qui est un professeur ici à la Faculté d'éducation, qui va parler justement de l'importance de la pensée critique. D'autres vont encourager l'apprentissage de processus délibératifs et créatifs, comme en philo des enfants. Et certains vont insister sur le développement des émotions démocratiques, comme l'empathie, le souci pour la différence, la capacité d'imaginer d'autres perspectives que la sienne. La pratique de l'éducation à la citoyenneté par les institutions publiques et sans but lucratif est très variée. Vous allez le constater, on a mis une corde à linge. Ça aussi, c'est un petit aspect peut-être qui va troubler les conférences traditionnelles, puisque la corde à linge, c'est la corde des ressources. Alors, on vous invite d'écrire sur des petits cartons toutes les ressources que vous utilisez en développement à la citoyenneté démocratique. Ça peut être des livres, ça peut être des sites web, ça peut être des approches, puis on va toutes les accrocher sur notre corde à linge pour commencer à faire une espèce de répertoire, pour commencer à diffuser, parce qu'il y a beaucoup déjà de connaissances sur le terrain, on veut diffuser l'information.
Donc, il y a beaucoup d'approches, philo pour enfants, école de citoyenneté, médiation culturelle, expérience de démocratie participative locale, comme avec les conseils municipaux pour les jeunes. D'ailleurs, on a le conseil municipal de jeunes de la ville de Gatineau qui va présenter pendant notre colloque, symposium. Bien que ces disciplines et ces milieux de pratique utilisent tous des savoirs normatifs et empiriques, ces milieux-là se rencontrent très rarement. Ce projet, c'est un projet de mobilisation des connaissances. Ça vise à combler une lacune en créant des conditions de partage de savoirs théoriques et expérientiels, mais aussi de savoirs pratiques. On veut améliorer les pratiques de recherche dans le champ de l'éducation à la citoyenneté. Donc, l'objectif de ce symposium est double, c'est-à-dire on veut faciliter la circulation et la mobilisation des connaissances entre les chercheurs et les praticiens d'horizons variés. Et aussi, on veut essayer de cerner les besoins en connaissances scientifiques et aussi les besoins en outils d'intervention dans ce domaine-là. Afin d'atteindre ces objectifs-là, j'aimerais mettre en place une communauté de pratique, communauté de recherche francophone sur l'éducation à la citoyenneté qui commence à vous réunir, mais qui, je l'espère, va avoir une longue vie. Alors, mon projet se déroule en 4 étapes. La première étape, certaines personnes ont reçu un questionnaire. On a appliqué la méthode Delphi. On vous a posé des questions sur quelles sont les qualités de citoyenneté à privilégier, quels sont les espaces où on fait de l'éducation à la démocratie. Judith Gaudet va vous présenter les résultats de cette enquête-là tout à l'heure. La deuxième étape, c'est le symposium, vous réunir ici aujourd'hui. La troisième, c'est de développer des outils de diffusion de la connaissance. Donc, vous avez un site web. Vous avez vu notre site web. D'ailleurs, je félicite Mathieu Savage, un des étudiants que je supervise au doctorat en sociologie. Je le félicite, c'est lui qui a fait le site web. Et on va mettre donc des capsules web. Aujourd'hui, toute la journée, on va interviewer des experts. On crée des capsules web pour diffuser la connaissance. On va aussi faire l'enregistrement des conférences pour diffuser. Et la dernière étape, donc, ça va être de faire une demande de recherche partenariale au CRSH en novembre qui va se baser sur les discussions qu'on aura ici, et tout particulièrement demain après-midi, dans le forum ouvert, où on va discuter ensemble sur quel type de recherche-action ou recherche-intervention, sur quoi on voudrait travailler ensemble pour améliorer et pour combler des lacunes sur la connaissance en éducation à la citoyenneté, mais aussi pour voir s'il n'y a pas des actions qu'on pourrait faire pour vraiment diffuser l'information quant aux pratiques. Notre doyen regarde, je dis viens, mais il est parti. Pour diffuser l'information sur ce que vous faites déjà. Alors, merci d'être là. Et merci à mon équipe, parce que moi, aujourd'hui, là, je suis super relax. Parce que j'ai des gens extraordinaires qui font partie de mon équipe, donc Stéphanie Boyer, Mathieu Savage, et j'ai Myriam Famille, Myriam qui est partie, là, mais Myriam Famille est une cofondatrice de l'Institut de l'INM, et je travaille avec elle depuis plusieurs années déjà. Puis mon équipe d'étudiants, Esther, Martine, Alexandre, on a Valérie Laniel aussi, on a Sophie. Merci à tous les étudiants qui vont nous permettre d'écrire des billets qu'on va diffuser aussi sur notre site web. On va on va créer un newsletter de l'Observatoire qui est diffusé par l'Observatoire sur les jeunes situés à l'INRS Culture et Société. Alors, merci. J'espère qu'on va avoir des discussions intéressantes. Mais c'est sûr qu'on va en avoir parce que vous êtes tous intéressants. J'inviterai maintenant Madame Rose-Anne Devlin, vice-doyenne à la recherche, pour venir vous souhaiter la bienvenue.
Bon, bienvenue. J'ai un petit discours, 1h30 à peu près, alors j'aimerais tout d'abord vous souhaiter bienvenue à l'Université d'Ottawa et surtout à la Faculté des sciences sociales. Et c'est notre faculté ici, dans ce bâtiment, cette belle salle ici. Alors, c'est la meilleure salle au campus. Alors, c'est bien. Alors, la faculté est fière de vous accueillir dans ces lieux pour le symposium intitulé, bien sûr, « Former les citoyens de demain ». Et je ne peux pas penser d'un autre moment où il est si important de former les citoyens de demain. Alors, bon courage. Nous sommes très heureux qu'un de nos centres de recherche, le CIRSEM, co-organise cet événement avec une organisation de la société civile comme l'Institut du Nouveau Monde, dirigé par Michel Venn. Michel? Je lui souhaite d'ailleurs la bienvenue. J'aimerais également souligner l'ajout du Forum Jeunesse de Montréal comme partenaire de recherche. On a vraiment besoin des jeunesses pour notre recherche de partenariat avec nous. Finalement, merci à Guy Berthiaume. Guy? OK. C'est ce soir, archiviste en chef du Canada, qui vous recevra à Bibliothèque et Archives à Canada ce soir pour la conférence publique. Ce symposium est important pour notre faculté car nous désirons ancrer la recherche dans des enjeux sociaux contemporains. Nous encourageons les échanges entre les chercheurs et les personnes sur le terrain qui vivent ces enjeux quotidiens. Les personnes du milieu communautaire, les enseignants dans les écoles primaires et secondaires, les cadres des commissions scolaires. Cette initiative répond également à un axe de recherche à l'Université d'Ottawa et bien sûr à la Faculté des sciences sociales, qui est celui de soutenir les projets dans la francophonie afin de favoriser le bilinguisme. J'en profite d'être ici pour être fière de la bilinguisme. Plusieurs d'entre vous venez de la région de Montréal et de l'Outaouais et nous sommes heureux que vous puissiez échanger avec des collègues pour comparer vos façons de faire afin d'améliorer et de favoriser des échanges au sein de la francophonie ici à l'Université d'Ottawa. Maintenant, je vais dire quelque chose vraiment hérétique pour un économiste. Je suis économiste. But there are things that money can't buy. Il y a les choses incontournables de la vie qui n'ont pas de valeur monétaire. La démocratie et l'éducation citoyenne sont l'une de ces choses. C'est difficile de mettre une valeur sur d'être une bonne citoyenne. Comme je dis, je suis économiste, alors on ne dit rien, hein? Arrêtez l'émission. Il est donc important de discuter ces enjeux, notamment dans une société dominée par les valeurs marchandises. Je pense que c'est notamment le rôle de l'université d'être le lieu de ces discussions. Je suis heureuse qu'une des chercheuses de la Faculté des sciences sociales prenne le leadership sur les questions de formation à la citoyenneté. Plus que jamais, il est important de réfléchir à la société que nous voulons bâtir. La politique ne peut pas se restreindre à une vision bureaucratique des choses. Tout particulièrement en éducation, nous devons développer une vision réfléchie et informée par les sciences sociales sur les qualités citoyennes que nous voulons transmettre et sur les façons de le faire. Ce symposium sera donc l'occasion de discuter autour de ces trois questionnements. Premièrement, quelles sont les qualités de citoyenne en démocratie? Lesquelles faut-il privilégier?
Deuxièmement, comment doit-on les développer? Avec quelle approche? Dans quel milieu? L'école, les loisirs, la famille, la communauté? Et finalement, quels sont les besoins en termes de recherche-action? Recherche-action, les deux, pour développer les savoirs théoriques, pratiques et expérientiels des jeunes. Cette initiative est aussi une opportunité concrète pour former les citoyens de demain, puisqu'elle engage et forme également nos étudiants de la Faculté des sciences sociales. Alors, Stéphanie a déjà mentionné, mais j'aimerais remercier encore ces étudiants. Stéphanie Boyer, étudiante à la maîtrise en sociologie, ici, et coordinatrice de CIRSEM, Stéphanie. Mathieu Samson-Savage, étudiant en doctorat en sociologie, qui est également coordinateur de CIRSEM et a développé le magnifique site web. Alors, Mathieu. OK. Et aussi, j'aimerais remercier nos étudiants bénévoles qui ont la tâche de rédiger des textes synthèses de vos discussions afin de diffuser la connaissance produite lors de ce symposium sur le site web. J'aimerais remercier et féliciter tout particulièrement la professeure Stéphanie Godet, qui a obtenu une subvention crèche et qui a pour objectif de vous faire travailler, hein, en collaboration afin de développer un partenariat de recherche sur le thème de la formation des citoyennes. C'est que ça. Alors, et juste un petit côté, Stéphanie vient d'être nommée comme directrice de CIRSEM pour les prochaines 3 années. Yay! Alors, bon symposium, bon courage et bienvenue. Alors, merci à Stéphanie, merci à Mme Devlin. Comme elles ont bien mis la table, elles ont présenté les éléments les plus importants du symposium. Alors, je vais juste faire un petit retour sur les éléments saillants. Alors, comment ça va fonctionner aujourd'hui? On va débuter notre journée avec la présentation de Judith Godet, donc des résultats qui ont été que nous avons obtenus à la suite de la consultation en ligne. Ensuite, nous allons poursuivre avec la conférence de M. Michel Sasseville sur le programme de philosophie pour enfants. Et par la suite, dans la journée, il va y avoir 2 blocs de discussion qui vont être animés par Michel Verne, le directeur de l'INM. Alors, cet avant-midi, le premier bloc va tourner autour de la question « Quelles sont les compétences et connaissances que doivent avoir les citoyens pour participer à une démocratie en profonde transformation ?» Donc, il va y avoir 5 panélistes qui vont présenter une courte présentation. Puis, ensuite, on va avoir nos discussions dans la salle. Cet après-midi, le bloc de discussion va porter autour de la question « Quelles sont les pratiques d'éducation citoyenne, les lieux institutionnels et non institutionnels où elles se déploient et les formules innovantes qu'elles emploient ?» Alors, on va dîner ensemble à 12h40 et nos activités vont se terminer à 16h. À partir de ce moment-là, on va tous se déplacer ensemble à Bibliothèque et Archives Canada au 395 Wellington, mais je vous redonnerai ces consignes-là plus tard en fin de journée pour assister à la grande conférence publique. Et on va terminer ça en célébrant autour d'un cocktail dînatoire. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus comment ça va fonctionner, les blocs de discussion. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on va avoir 4 ou 5 présentations de chercheurs ou d'intervenants du milieu de l'éducation citoyenne. Chaque présentation devra durer un maximum de 8 minutes et nous serons plus sévères que pour les présentations qui ont lancé la conférence, puisque l'objectif est vraiment de vous donner le plus de temps pour discuter ensemble. Après ces présentations-là, Michel Verne va faire une courte synthèse et va ouvrir la discussion avec la salle. On va avoir 15 minutes pour que vous puissiez formuler vos commentaires ou vos questions pour les panélistes.
Par la suite, vous allez avoir une autre question, un peu en lien avec le thème du panel, et vous allez avoir 30 minutes pour discuter en petits groupes. Donc, vous avez peut-être déjà remarqué, mais on a des crayons, des papiers qui vous permettront de prendre des notes. Après cette période de discussion-là, on va avoir un bloc de 20 minutes pour faire un retour en groupe, une plénière, où on va pouvoir maintenant entendre vos réactions, connaître les éléments dont vous avez discuté en petits groupes. Et là, ça, c'est le même déroulement qui va se répéter pour les 3 grands blocs de discussion. Comme Stéphanie l'a mentionné plus tôt, l'événement va se terminer par la tenue d'un forum ouvert. Donc, l'objectif pendant ce forum ouvert-là va être d'identifier des partenariats de recherche pour poursuivre ce projet-là qui en est en fait à sa 2e phase. La question qu'on va vous poser plus précisément, c'est sur quelles problématiques de recherche-action devrions-nous travailler en partenariat pour améliorer l'éducation à la citoyenneté des jeunes? Donc, même si c'est une activité qui va être à la fin du symposium, c'est important de déjà commencer à réfléchir sur le sujet. Puis, on vous invite, quand vous avez des idées, en entendant des panélistes, à déjà prendre des notes pour être en mesure d'arriver à des pistes de solutions à la fin du symposium. Donc, on vous invite vraiment, comme Stéphanie aussi l'a indiqué, on a une belle corde à linge des ressources. Alors, tout au long, quand on va avoir des pauses, on vous invite à écrire sur des petits post-it des ressources dont vous avez connaissance en matière d'éducation à la citoyenneté. Ça peut être des documentaires, des livres, des programmes. Donc, ça peut vraiment être varié, puisque notre objectif, c'est de les colliger pour ensuite les diffuser sur notre site Internet. Donc, comme on espère aussi que vous allez vraiment multiplier les rencontres, on a prévu des pauses qui vont vous permettre de discuter informellement entre les différents panels. Et aussi, dans notre système d'animaux, fait en sorte qu'on va vous demander aux pauses de changer d'animal avec une personne dans la salle pour refaire de nouvelles tables et profiter de la diversité vraiment des expertises des gens qui sont présents ici. Aussi, comme vous l'avez peut-être remarqué, il y a certaines parties qui vont être filmées. On va aussi avoir un photographe qui va venir durant la journée prendre des photos. Alors, s'il y a certaines personnes qui auraient des objections à apparaître sur les vidéos ou sur les photos, il n'y a pas de souci. Venez seulement nous le dire à la table d'accueil. Comme ça, on s'assurera que vous ne soyez pas sur les photos ou les vidéos. J'aimerais aussi, comme on l'a mentionné précédemment, remercier Esther, Martine, Sophie et Alexandre qui vont être nos rapporteurs et nos rapporteuses pendant l'événement. Donc, en même temps, soyez pas surpris s'ils viennent vous voir pendant les pauses pour vous poser des questions. Donc, ils sont un peu nos journalistes de l'événement. Alors, maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première présentatrice, c'est Judith Gauthier. Elle va vous présenter les résultats de notre consultation en ligne qui portait sur l'éducation à la citoyenneté. Je l'invite à venir se présenter à l'avant. Merci. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui pour vous présenter brièvement les résultats d'une petite enquête en ligne que nous avons menée, dans le fond, pour alimenter les échanges qu'on va avoir aujourd'hui entre nous. Et pour faire ça, en fait, on s'est inspiré d'une méthode Delphi. Donc, on consulte par vague, peut-être 2-3 vagues de consultation auprès d'experts en éducation à la citoyenneté, donc des experts d'horizons variés, de l'université, des milieux communautaires, des milieux scolaires, qui ont été appelés à répondre à quelques questions. Les questions, je ne sais pas au niveau la présentation. Peut-être juste changer la... C'est parce que ici, c'est correct? Parce que pas devant l'ordinateur, c'est pas ça qui apparaît. OK. OK. Ça va mieux aller. C'est bon. Je pense que je vais aller...
Donc, c'est ça, les objectifs du questionnaire, en fait, c'était d'alimenter les échanges aujourd'hui pour répondre à 3 grandes questions de ce symposium-là. C'est quoi les qualités citoyennes qu'on veut développer en priorité auprès des jeunes? Deuxièmement, c'est quoi les besoins et les défis associés à l'éducation à la citoyenneté démocratique? Puis aussi, quels sont les projets de recherche, intervention, action qu'on voudrait développer ensemble? Le questionnaire est envoyé à un échantillon parce que cette méthode-là, pour que ce soit gérable, on a dû sélectionner un échantillon parmi tous les experts québécois. Donc, il y a une trentaine de personnes qui ont été approchées, puis il y a 18 personnes qui ont répondu à notre questionnaire avant la consultation. Parmi les questions, une des questions auxquelles devaient répondre les participants, c'est quelles sont les qualités citoyennes qu'on devrait prioriser auprès des jeunes de 5 à 18 ans? Donc, la méthode qu'on a prise, on a fait une première liste préliminaire de qualités citoyennes qui nous semblaient importantes. C'est une liste qui a été construite avec l'équipe du CIRSEM et on l'a soumise à nos participants. Donc, parmi une liste de 23 qualités, ils devaient en sélectionner 5. Ce que les résultats montrent, d'abord, l'exercice de priorisation n'a pas été facile. C'est ce que plusieurs nous ont mentionné. Donc, parmi les qualités qui ont été identifiées, ce que les participants nous disent, c'est ce serait important de regrouper les qualités par groupe d'âge, parce que dans le fond, les qualités citoyennes qu'on peut développer ne sont pas les mêmes pour les 5 à 12 ans, par exemple, versus les adolescents. Ça, c'est le premier commentaire qu'on a reçu. Deuxièmement, ça pourrait être intéressant de regrouper ces qualités-là, parce que nous autres, on a fait une liste sans proposer de catégories de regroupement de ces qualités-là, qui pouvaient être, par exemple, des qualités de l'ordre des connaissances, donc connaissance de ses droits et devoirs, connaissance des institutions. On avait aussi des qualités qui abordaient des savoir-faire, capacité d'argumenter, capacité de dissocier une personne de ses arguments, donc vraiment faire la différence entre les deux. Puis on avait aussi des qualités qui référaient davantage à des savoir-être, comme par exemple capacité d'empathie, capacité d'être à l'écoute des autres. Mais on n'a pas voulu faire une catégorisation de ces qualités-là. Donc, les personnes consultées nous ont dit « Oui, ces qualités-là que vous nous proposez nous semblent pertinentes. On en ajouterait certaines à la liste. Et les qualités qu'ils voudraient voir apparaître dans cette liste-là, c'est notamment la capacité à ressentir de l'empathie, connaissance sur les partis politiques, par exemple. Donc, tant des qualités qui concernent les savoir-être que les savoirs. Quelles sont les qualités que les experts consultés ont décidé de mettre de l'avant? Nous disent, parmi les 23 qualités que vous nous proposez, voici celles que nous trouvons les plus importantes à développer en ce moment. Donc, ce que je vous présente, ce sont les qualités qui ont été priorisées par 5 répondants et plus de nos 18 répondants qui ont répondu à l'enquête. Donc, parmi les qualités qui sont les plus importantes, dans la catégorie des savoirs, on retrouve connaître le fonctionnement des institutions sociales, comprendre certains déterminants sociaux des inégalités, puis connaître ses droits. En termes de savoir-faire et savoir-être, là, on présente ça, ça se chevauche, parce qu'il y a certaines qualités qui pourraient à la fois être des savoir-faire, à la fois être des savoir-être. En termes de savoir-faire, les experts nous disent ce qui est super important de développer auprès des jeunes, c'est la capacité à présenter son point de vue avec des arguments logiques, reconnaître et valoriser différents points de vue, et puis formuler des questions pour mieux comprendre une situation. Donc, cette capacité de poser des questions, de poser des bonnes questions. Savoir-être, capacité à exprimer son point de vue, être à l'écoute des autres et parmi toutes les qualités qui ont été proposées, soumises dans la liste préliminaire, celle qui a été choisie le plus souvent par nos 18 experts, c'est la qualité suivante, c'est la capacité à prendre conscience de l'impact de ses choix et de ses comportements à l'échelle mondiale. Par exemple, la consommation responsable, pour être un exemple concret de cette qualité-là. La liste des 23 qualités qui ont été soumises aux experts va se retrouver sur le site Web. Je tiens à le préciser parce que là, je voulais pas présenter de manière exhaustive cette liste-là. Deuxième question qui était posée, c'est quels sont les défis
en éducation à la citoyenneté démocratique en ce moment. Quels sont les principaux défis que nos experts identifient? Premièrement, manque de ressources. Les coupures, en ce moment, en milieu scolaire et communautaire, ont été identifiées par plusieurs répondants comme un frein à l'éducation à la citoyenneté. Ce qui est mentionné aussi, c'est l'impression que les enseignants et directions sont peu outillés pour faire de l'éducation à la citoyenneté. Dans leur cursus de formation, ce ne sont pas nécessairement des compétences qui sont beaucoup développées et, selon certains experts consultés, il manquerait d'outils, de programmes. Et ça, c'est une question dont on pourra parler, parce que d'autres experts qu'on a consultés nous disent « Non, il en existe beaucoup, des outils, des programmes. Le problème, c'est de les faire connaître. » Donc, c'est peut-être plus ça le besoin, mais on pourra en reparler. Parmi les autres défis mentionnés, susciter l'intérêt et la motivation des jeunes et aussi des adultes à s'impliquer dans les projets, des projets variés d'éducation citoyenne. Autre défi qui a été mentionné, capacité limitée de certains à se concentrer sur des sujets dans le cadre de projets qui demandent une réflexion approfondie, un certain travail de réflexion critique qui pourrait peut-être moins intéresser certains types de jeunes. Quels sont les besoins en éducation à la citoyenneté? Sont un peu liés aux défis qui ont été identifiés par les experts. Souvent, les besoins sont liés aux défis qu'on rencontre. Ce qui a été identifié notamment, c'est l'importance de conscientiser davantage la classe politique, la société en général, cette importance de former les citoyens de demain qui prendront des décisions importantes, qui doivent prendre une part active dans la société. Il y a aussi ce besoin de faciliter les échanges. Aujourd'hui, ça répond en partie à ce besoin-là. Faciliter les échanges entre les acteurs d'horizons variés. Recherche, milieu communautaire, milieu scolaire. Impression qu'il y a parfois un travail en silo, mais même en silo au sein d'un même milieu. Parce que certains experts qui nous ont parlé du travail en silo en milieu scolaire. Donc, même pas le travail de partenariat inter-organisme, mais intra-organisme aussi. En termes de besoins, c'est se développer un langage, une vision commune autour des qualités citoyennes. Quand on a construit le questionnaire en ligne, on s'est beaucoup questionné sur quelles qualités nous allions mettre dans cette liste préliminaire, parce qu'il y aurait pu en avoir une soixantaine. Nous avons tous des visions différentes de ce que peut représenter l'éducation à la citoyenneté, et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi. Mais si on a priorisé quelque chose, qu'est-ce qu'on priorise comme qualité citoyenne? Donc, il y a un besoin de développer une vision commune des définitions, mieux faire connaître les ressources existantes aussi, et particulièrement mentionné par les experts du milieu scolaire, bonifier et évaluer davantage l'éducation citoyenne dans les cursus scolaires. Et parmi les approches qui ont été particulièrement mentionnées comme intéressantes en milieu scolaire, philo pour enfants, c'est bien parce qu'on va avoir un expert qui va nous en parler, et puis aussi l'approche centrée sur le pouvoir d'agir, l'empowerment. Ça, c'est quelque chose qui a été mentionné comme intérêt, comme d'intéressant en développant en milieu scolaire par les experts qui ont été consultés par rapport à ça. Oups. Et que voudrions-nous mieux comprendre pour mieux agir? Les répondants étaient appelés à identifier des questions de recherche-action, soit des questions ou des thèmes qu'ils aimeraient approfondir avec des chercheurs, avec des intervenants. Et parmi ces questions-là, qu'on a reformulées sous forme de questions de recherche, par exemple, comment intéresser plus les jeunes à la démocratie et au vivre ensemble? Quels sont les espaces et les formes de participation? Parce que parmi les répondants du questionnaire en ligne, c'est important de varier les lieux où on fait de l'éducation à la citoyenneté. Ce n'est pas seulement à l'école, ce n'est pas seulement dans les organismes communautaires. Ça devrait être dans plusieurs espaces, ça devrait prendre plusieurs formes. Les médias sociaux peuvent jouer un rôle là-dedans aussi. Et quelle influence les initiatives d'éducation à la citoyenneté ont-elles sur les jeunes? Ça, c'est une question qui a été soulevée. Comment mieux développer ces compétences-là et comment développer davantage le pouvoir d'agir des jeunes. Ça, la notion du pouvoir d'agir revient,
C'est une approche qui a été mentionnée comme intéressante par les experts consultés et c'est une question aussi qu'ils aimeraient développer dans le cadre de projets de recherche-action. Donc, voilà pour le tour des faits saillants de notre questionnaire. Et puis, on va consulter de nouveau, après ce symposium-là, le même groupe d'experts pour voir comment on va regrouper certaines qualités, lesquelles on va prioriser, puis voir comment la réflexion a progressé après les activités du symposium. Donc, je vous remercie. Alors, je remercie Madame Judith Gaudet. J'ai oublié de la présenter tantôt. Je suis vraiment désolée. Alors, elle est consultante et spécialiste en évaluation de programmes. Donc, on a travaillé ensemble à la conception du questionnaire et comme elle l'a indiqué, c'était un exercice assez difficile de déjà élaborer une liste préliminaire et j'ai entendu aussi dire que c'était un exercice difficile de priorisation. Mais bon, c'est aussi un exercice très intéressant de réflexion. Alors, merci aux personnes qui ont participé. Alors, le moment est venu d'entendre notre grand conférencier. Donc, je vais présenter Monsieur Michel Sasseville qui va nous parler de philosophie pour enfants. Et par la suite, on aura une période de questions. Alors, responsable des programmes de formation en philosophie pour les enfants à la Faculté de philosophie de l'Université Laval, Michel Sasseville travaille au développement de cette pratique depuis près de 30 ans. Auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, professeur invité dans plusieurs universités, docteur honoris causa de l'Université de la Bohême du Sud, il a donné de nombreuses conférences dans le monde. Michel Sasseville a reçu plusieurs prix d'excellence, dont l'un du ministère de l'Éducation, du loisir et du sport du Québec pour son cours en ligne « L'observation en philosophie pour enfants », que j'ai d'ailleurs suivi et grandement apprécié. C'est pour nous un grand plaisir de l'accueillir au symposium. Donc, merci d'être présent avec nous et je vous laisse maintenant la parole. Je me demandais si tu avais réussi le cours ou pas. Après 30 ans de travail dans le monde de la philo pour les enfants, vous comprendrez qu'ayant rencontré Stéphanie il y a 20 ans à peu près, j'ai besoin de m'asseoir pour faire des conférences. C'est bon? Voilà, OK. Je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui. Je vais tenter de faire ça rapidement parce qu'il y a beaucoup de matière durant la journée et demain. Malheureusement, je ne pourrai pas être là demain, mais aujourd'hui, oui, au complet. Et je voudrais remercier Stéphanie pour avoir pris le temps d'organiser tout cela et son équipe, évidemment, parce que j'ai bien compris que tu n'étais pas seule, Stéphanie, loin de là. Tu avais réussi le cours, Stéphanie? Oui. Le premier. OK, tu as recommencé, c'est ça. C'est là que c'est devenu vraiment intéressant. C'est la deuxième fois que ça devient vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce que la philo pour les enfants? C'est pas moi qui ai inventé la chose, loin de là. J'ai simplement poursuivi les travaux d'un philosophe américain, Matthew Lipman. Et un jour, il a écrit « La philo pour enfants, ça a pour objectif d'aider les enfants à utiliser la philosophie de telle manière qu'ils puissent améliorer leur capacité d'apprendre et donc de penser dans toutes les disciplines à l'école. » C'était d'entrée de jeu l'objectif qu'il poursuivait. Il n'avait pas comme impression que ça allait avoir toutes sortes d'effets postérieurs à cela, mais effectivement, ça a beaucoup d'autres effets que celui de simplement apprendre à penser dans les autres disciplines. Petit historique, ça a commencé en 1969. Il a écrit un premier roman, et puis depuis le temps, il y en a eu d'autres, là, bien sûr, parce qu'on travaille avec des histoires quand on fait de la philo avec les enfants. C'est un élément extrêmement important. En 1974, il a créé un institut au New Jersey qui s'appelle l'Institut pour l'avancement de la philo pour les enfants. Il, avec sa collaboratrice, Anne-Margaret Sharp. En 1998, l'UNESCO a reconnu que c'était là une façon de faire qui était extrêmement pertinente pour l'éducation à la paix, normalement, entre autres.
Et en 2016, on se retrouve avec, en termes de matériel, là, une dizaine de romans, et même plus, parce qu'il y a eu plein d'expansions au travers. Si bien que, quand on regarde l'ensemble de ce qui se passe, les romans que Lippmann a écrits, vous les voyez là à peu près, ça va de la maternelle jusqu'à la fin du secondaire, avec Elfie pour aller jusqu'à Marc, avec des champs possibles d'application. Mais aujourd'hui, quand on regarde de ce qui se passe en philo pour enfants, on voit que c'est présent dans 67 pays. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la chose, beaucoup, 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 beaucoup. Alors qu'en 1968, il était le seul à avoir eu cette idée de redessiner l'enseignement de la philosophie pour qu'elle soit à la fois utile et agréable pour les enfants. Écoutons-le, tout simplement. Education administrators think of two kinds of aims. One, the social aims of philosophy for children, and the other, the individual aims, the aims for the individual. The social aim, I think, here I may be disagreed with by many people, but I would say it's democracy. That we use philosophy to help prepare students to become the members of the democratic society that we are hoping to see in the rest of the world. To become members, well-functioning members of a democratic society, I think it's necessary to read well, to write well, to listen well, to think well. To the extent that philosophy can contribute to this transformation of the child, it is preparing the future citizens of a democratic society. Dans cette petite vidéo, il y a, pour lui, ça c'était enregistré en 2003, pour lui, il y a deux objectifs de fond quand on fait de la philo avec les enfants, que ce soit au primaire ou au secondaire. Un objectif individuel, où il s'agit d'apprendre à penser par et pour soi-même, avec les autres, et un objectif pour la société, visant à permettre que les enfants deviennent des citoyens démocrates. Maintenant, quand on regarde ce que c'est que la démocratie, on peut le voir sous deux angles, à mes yeux, à moi du moins. Soit une forme de société, où là on définit souvent comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, vous la connaissez cette définition-là. Mais moi, ce qui m'intéresse davantage dans la démocratie, c'est l'idée que ce soit aussi une manière de vivre, davantage qu'une forme de gouvernement. Manière de vivre, donc, qui a pour valeur centrale la liberté, l'égalité, et la volonté de ceux et celles qui y participent de vivre ensemble de manière solidaire et raisonnable, en faisant appel à la discussion intelligente et la collaboration. Et quand on met ça comme élément central pour définir ce que c'est que la démocratie, ça entraîne toute une série d'actes que l'on peut, et je dirais même que l'on devrait poser dans le monde de l'éducation pour préparer les gens à vivre cette manière de vivre. John Dewey, qui est derrière tout le travail de Lippmann, a dit dans une conférence en 1939, 39-45, ça vous rappelle quelque chose? C'est pas juste mon numéro de téléphone, là, ça? OK. Il disait, et je prends le temps de lire ce texte parce que je pense qu'il est vraiment important. Quand je songe aux conditions dans lesquelles hommes et femmes vivent, parce que je prends le temps de la lire parce que je me dis, même écrit en 39, ça a encore du poids énorme aujourd'hui. Et je pense à Jeff Fillion à Québec qui a été remercié de son travail à Radio Énergie il y a 2 jours. C'est pas juste à Québec que ça se passe. Quand je songe aux conditions dans lesquelles hommes et femmes vivent aujourd'hui dans beaucoup de pays étrangers, la peur de l'espionnage, le danger de se réunir en privé ou pour de simples conversations entre amis, j'incline à croire que le cœur de la démocratie, sa garantie ultime, se trouve dans la possibilité de s'arrêter spontanément au coin de la rue pour discuter avec ses voisins de ce qu'on a lu ce jour-là, dans des journaux non censurés, et dans la possibilité de converser librement dans un salon avec des amis. Ça part raide, hein? Ça va plus loin.
L'intolérance, les insultes, les mauvais traitements pour des divergences d'opinion en matière de religion, de politique ou de commerce, et en raison de différences de race, de couleur, de fortune ou de degré de culture sont des trahisons du mode de vie démocratique. Et là, on pense à Jeff Fillion, notamment. En effet, tout obstacle à une communication libre et complète dresse des barrières qui séparent les individus en cercles et en cliques, en sectes et en factions antagonistes et mine par le fait même le mode de vie démocratique. Les lois garantissant les libertés civiles telles la liberté de conscience, la liberté d'expression, on en a parlé, on en parle encore beaucoup, Charlie Hebdo et compagnie, ou la liberté de réunion ne sont guère utiles si, dans la vie courante, la liberté de communiquer, la circulation des idées, des faits, des expériences sont étouffées par le soupçon, l'injure, la peur et la haine. Enfin, et ça se termine là, étant donné les conditions susmentionnées, la démocratie en tant que manière de vivre est régie par la foi personnelle et en la collaboration quotidienne entre les individus. La démocratie est la conviction que même si les besoins et les fins et les conséquences diffèrent d'une personne à l'autre, l'habitude de la coopération amicale, qui n'exclut pas la rivalité et la compétition comme on en retrouve dans le sport, est en soi un ajout inestimable à la vie. Alors, on n'est vraiment pas en train de définir la démocratie ici comme un système gouvernemental. C'est vraiment l'idée d'une manière de vivre qui est en jeu dans cette conférence que Dewey donnait en 1939. Alors, si on prend ce qu'il a dit là, puis j'ai éliminé un bon nombre de paragraphes de sa conférence, là, moi je pense que si on regarde ça de près, qu'on essaie de retenir les éléments principaux, la première des choses qui m'apparaît centrale dans ce qu'il évoque, c'est la coopération. Si on veut vivre dans un cadre qui nous appelle à vivre de manière démocratique, la coopération devrait être centrale. Un lieu où il y a de l'entraide entre les personnes, un lieu où il y a de la solidarité entre les gens, un lieu où il y a une distribution du travail aussi entre tous. C'est pas tout le monde qui fait tout. Il y a des gens qui font ceci, d'autres qui font ceci, d'autres qui font ceci. Parce que chacun a ses forces et ses faiblesses. Un lieu où il y a égalité entre les membres, en tout cas au moins égalité de droit, si ce n'est pas de fait. Et un lieu où il y a, malgré tout, quand même, une compétition, mais peut-être davantage compétition envers soi-même qu'envers les autres. Premier élément, donc, coopération. Deuxième, écoute. Je ne vois pas comment on peut arriver à avoir une démocratie qui soit une manière de vivre s'il n'y a pas de l'écoute entre les gens. C'est une banalité écrasante, ce que je suis en train de dire. Mais c'est à force de répéter, de cogner le clou qu'éventuellement, ça peut rentrer. Écoute donc active. C'est vraiment active. Où on prend le temps non pas d'écouter pour répondre, mais d'écouter pour comprendre. Et ça prend un certain temps parce qu'on est tellement habitué à se faire dire, gars, écoute là. Mais pas écoute dans le sens de tais-toi, mais écoute là, prépare-toi à répondre. Alors, écoute active. L'autre élément, ici, oui, entrer dans l'univers de l'autre. C'est tellement complexe d'entrer dans l'univers de l'autre. Parce qu'entrer dans l'univers de l'autre, c'est accepter qu'on puisse se changer soi-même, d'abord. Pas entrer dans l'univers de l'autre pour dire « je vais te changer », mais entrer dans l'univers de l'autre pour comprendre qu'est-ce qui le motive, lui ou elle, à être comme cela, pour éventuellement en arriver à moi, me changer, et non pas vouloir changer l'autre. Et ça, dans le monde scolaire, on voit souvent ça. Du monde qui a envie de changer les autres, beaucoup plus que de se changer soi. L'autre élément, la sollicitude, évidemment, on en a parlé. Je pense que Stéphanie en a parlé ce matin d'entrée de jeu. Une pensée attentive qui fait qu'on accorde de l'attention à l'autre, tout comme on le fait quand on écrit une belle lettre d'amour à quelqu'un. On prend soin de chacun des mots et on prend soin de penser à l'autre au moment où on écrit cette lettre d'amour. Même quand on vient d'échouer un cours. Ça arrive. Ouverture d'esprit, ça m'apparaît aussi indispensable dans un cadre où on vise le développement de l'écoute. Ouverture d'esprit, c'est-à-dire cette envie, ce désir, cette émotion réorientée vers la possibilité de dire je vais voir les choses sous plusieurs angles et pas un seul qui est le mien. Et puis, ça demande évidemment beaucoup de réflexion, l'écoute. C'est pas juste simplement de s'arrêter, point, mais c'est de voir
qu'est-ce qu'il dit pour, en plus, être critique en face de ce qui est proposé. Pas simplement dire, bon, ben, voilà, s'il dit donc c'est juste. Non, peut-être qu'il y a remise en question potentielle. Et donc, pour en arriver à cette démocratie comme manière de vivre, je pense qu'il faut aussi mettre en place des conditions pour que les gens qui la vivent avec une pensée critique développée. Pensée critique, donc, une pensée qui est guidée par des critères, qui a besoin de critères pour juger. On ne peut pas être critique s'il n'y a pas de critères. Ça me paraît impensable, même. Qui est là pour évaluer les raisons qui sont proposées, parce que c'est pas parce qu'on a des raisons que nécessairement on a de bonnes raisons. On travaille souvent avec ce présupposé que parce qu'on a des raisons, on a des bonnes raisons, mais c'est pas toujours le cas. Une pensée aussi qui est serait soucieuse des présupposés qui sont en jeu. On travaille souvent avec l'idée que, puis allons plus loin que les présupposés, on pourrait même parler de préjugés. Hein. Vous savez, moi, en tout cas, ma définition des préjugés, c'est très simple, c'est tout ce que vous savez que je n'ai pas. C'était pas sérieux, là, on s'entend. Nous avons tous des préjugés, je crois, mais il faut prendre le temps de les examiner pour voir jusqu'à quel point ils tiennent la route. Et certains tiennent la route, des fois, ça tient la route, mais d'autres fois, non. Et c'est une pensée qui est, je dirais, préoccupée par les différences contextuelles, qui a le souci de voir que dans certains contextes, les critères que nous avons fonctionnent, dans d'autres contextes, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne juste pas. Et qu'il faut donc changer les critères que nous avions pour être en accord avec les situations dans lesquelles on se trouve, plutôt que de changer les situations pour être en accord avec les critères qu'on s'est donnés. Parce que les situations, ce sont les faits, c'est le réel, comme ils se présentent. Et il aura toujours raison. Pensée créative aussi, ça m'apparaît important. Dans un monde où on veut avoir une manière de vivre démocratique, la pensée créative m'apparaît extrêmement précieuse. Pensée qui bien sûr, l'histoire, c'est important. Bien sûr qu'on a besoin d'avoir un fond historique pour ne pas, dit-on souvent, et je pense que c'est juste ça, répéter les erreurs du passé. On a besoin de connaître cette histoire. On a besoin de connaître qu'est-ce qui s'est passé en 39-45, par exemple. Mais ça ne suffit pas pour vouloir changer le monde qui est en continuelle reconstruction, en fait. Ce qu'il faut, c'est pouvoir aussi être capable d'imaginer d'autres mondes possibles que ceux dans lesquels on se trouve, plutôt que de se dire, c'est le même. C'est le même, hein? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça? C'est le même. Ça a toujours été comme ça. Ça va toujours être de même. Non. Ça peut changer. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir un souci des conséquences. Et ça, c'est très pragmatique comme vision des choses. Pragmatique au sens philosophique du terme, là, et non pas au sens américain du terme. Pragmatique, c'est-à-dire envisager les conséquences et voir comment les conséquences peuvent devenir l'occasion de donner du sens à ce que l'on va éventuellement construire ou reconstruire. Humilité aussi, m'apparaît le dernier point qui est en jeu dans une démocratie comme manière de vivre. Humilité épistémologique d'emblée, c'est-à-dire une humilité au regard de ce qu'on pense vrai, ce qu'on estime vrai. Il y en a tellement qui croient savoir et qui ne savent pas qu'ils croient, que je pense que c'est précieux de prendre le temps d'avoir du recul par rapport à ce qu'on estime vrai, d'arrêter de se péter les bretelles, là, puis de se dire, je le sais, moi, je le sais, moi. Pire, la science le dit. Il n'y a rien de pire, d'après moi, que quelqu'un qui dit, parce que la science le dit, donc c'est vrai. Il faut s'approcher des scientifiques pour se rendre compte que les scientifiques n'ont rien à foutre avec la certitude. Pour eux, c'est toujours avec une marge d'erreur constante, à revoir. Et donc, être autocritique, se remettre en question, ne pas avoir peur de se remettre en question. Mais si on le fait seul, c'est compliqué parce qu'on est souvent d'accord avec soi-même. Et on se surprend rarement soi-même aussi. C'est donc bien le fun d'être d'accord avec soi. Hein? L'autocorrection, c'est la suite des choses par rapport à l'autocritique. Parce que juste l'autocritique, c'est une chose en pensée, mais encore faut-il passer à l'action et donc à l'autocorrection. Et ça se fait dans la mesure où on a un objet qui nous est commun, qu'on peut partager. Plus on a
entre nous un objet commun sur lequel on peut travailler, plus il y a de chances qu'on soit facilement invité à se remettre en question. Et du coup, ça nous permet de mettre notre ego un peu en perspective et d'arrêter de se prendre pour un narcisse qui a tout vu dans son miroir et qui n'attend que l'écho. Alors, entrons dans une classe où se fait de la philo pour les enfants pour voir un peu comment ces éléments qui sont, à mon sens, présents au cœur du texte de Dewey se vivent. Alors, si vous entrez dans une classe en philo pour enfants, ce que vous allez voir, c'est des enfants qui forment un cercle. C'est la toute première chose que vous allez voir. Oubliez les rangées d'oignons, oubliez les rangées où vous avez des gens qui sont derrière et qui ne voient que des nuques, et des gens qui sont en avant qui ne voient qu'un prof ou une prof. Ce que vous avez, c'est des gens qui forment un cercle. Et quand vous formez un cercle, vous avez effectivement la possibilité de voir chaque personne. C'est pas rien, on a des tables en rond aujourd'hui. Hein, c'est pas pour rien qu'on se met en rond, c'est pour se voir. Puis un visage est tellement complexe, riche de signification. On n'a pas parlé que déjà, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors voilà. Première chose que les enfants font, ils lisent à voix haute une histoire écrite pour eux, que ce soit les enfants au primaire ou au secondaire. Ils lisent ensemble une histoire à voix haute qui leur donne l'occasion de vivre une expérience commune. On n'arrive pas en classe en leur disant « Bon, toi, tu voudrais parler de quoi? Toi, tu voudrais parler de quoi? Toi, tu voudrais parler de quoi? » Il n'y a rien de commun à ce moment-là, sinon le fait qu'ils veulent parler de quelque chose. Alors que si on leur propose un texte à lire, les voilà ancrés dans une expérience qui leur est commune. Le texte. Ça peut être autre chose qu'un texte, mais un texte, c'est puissant, d'autant plus s'il modélise l'acte même de philosophie. Ça leur donne un contexte commun aussi, sur lequel ils peuvent revenir. Ça donne l'occasion, lorsqu'ils lisent aussi, d'entendre la voix des autres. Et c'est pas rien d'entendre la voix des autres. Des fois, c'est le seul moment où on va entendre la voix de quelqu'un dans la classe. Parce qu'il y a des enfants qui, pour des raisons qui sont les leurs, d'ordre psychologique ou autre, n'aiment pas trop ça parler. Mais à ce moment-là, en fait, puis ils ne sont même pas forcés en plus. Mais souvent, ils le font. Ils prennent le temps de lire le petit bout de paragraphe là, qui leur a été donné. C'est donc une expérience éthique aussi qui est en jeu. D'entrée de jeu, il y a un tour de rôle qui est proposé. Je lis, tu vas lire, tu vas lire, tu vas lire, tu vas lire, on les entend. Puis même des fois, là, on voit, il y a un enfant qui est en train de lire, puis il oublie qu'il y avait un enfant juste à sa gauche, puis là les enfants disent hey, attends, il a pas lu. Ah, puis là, ça part à rire, et puis c'est rigolo faire de la philo avec les enfants en passant, très rigolo. Et il y a une distribution du travail qui est en jeu. Chacun est appelé à prendre une partie du travail, déjà d'emblée, dans la lecture même du texte. Et une reconnaissance des différences, ne serait-ce que par la voix. Et puis, ensuite, les enfants, au lieu de leur dire, et là, ça, c'est la révolution, en faisant une parmi d'autres. Au lieu de leur dire, bon, voici, dans ce texte, les éléments importants sont, je ne sais pas quoi, ou bien de leur poser la question, quelle est l'idée principale du texte qui est en jeu ici? Ou, ça te rappelle quelque chose? On leur dit, une fois la lecture terminée, d'un chapitre, quelques pages, on leur demande, avez-vous des questions que vous aimeriez poser, vous, à propos du texte que vous venez de lire? Au lieu de leur dire, voici, l'idée principale, c'est ceci ou cela. Et alors, du coup, l'intérêt des enfants devient le point de départ de la démarche. Et là, tu n'as pas besoin de mettre de carton, de couleur, ou je ne sais pas quoi. Ils sont moi, on me demande ce que moi, je trouve important là-dedans. Et c'est l'occasion aussi de partager l'ignorance. Et ça, c'est pas rien. Parce qu'au lieu de leur demander « Que retenez-vous du texte ?» Au lieu de leur demander « Mais qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce texte ?» On leur demande « Mais qu'est-ce que vous ne savez pas ?» Parce qu'en fait, on leur demande « Avez-vous des questions ?» Et normalement, une question, à moins que vous soyez un politicien, c'est là pour manifester ce que vous ne savez pas. À moins que ça soit posé de telle manière du genre « N'est-il pas vrai que… » Mais celle-là, habituellement, rapidement, les enfants comprennent que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de les poser comme ça.
Alors, d'emblée, ils sont invités à partager non pas ce qu'ils savent, mais ce qu'ils ne savent pas. Et du coup, égalité entre tous, ou à peu près. Parce que par rapport au savoir, oui, on est inégaux. Moi, j'en sais plus sur la philo pour enfants que certains d'entre vous. Et vous, vous en savez plus sur telle chose que moi par rapport à. Mais au regard de l'ignorance, c'est Popper, je pense qu'il disait ça, là, on est vraiment égaux. Parce qu'il y a pas mal plus de choses qu'on ne sait pas que de choses qu'on sait. Et du coup, ça fait qu'il y a des gens qui sont en train d'appeler à l'aide, rapidement, après avoir posé les questions. J'ai besoin d'aide pour pouvoir aller plus loin dans cette démarche. Sentiment d'appartenance à un projet commun, rapidement, qui se met en place. Je ne sais pas si tu te souviens, Stéphanie, mais Stéphanie, tu l'as peut-être vu dans le cours en ligne aussi. Ça prend quelques heures, puis c'est parti. Tu n'as pas besoin d'attendre des semaines là, avant que... Non, quelques heures et c'est parti. Et donc, du coup, il y a un souci de clarification qui se met en place au moment de poser des questions. Et puis là, ils créent, c'est déjà fait d'emblée, mais ils se mettent à vraiment créer ce qu'on appelle une communauté de recherche philosophique, qui est je dirais, l'élément central en philo pour les enfants, parce que c'est à la fois la pédagogie de cette démarche et c'est en même temps la pratique de la philosophie qui se joue là. C'est pas quelque chose qui est à visée philosophique. C'est pas quelque chose qui va faire qu'un jour les enfants vont faire de la philosophie. Non, ils en font déjà à ce moment-là, à l'âge de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il fallait bien sûr redessiner tout cela, mais ça, c'est ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que ça demande? Beaucoup de rigueur, évidemment. Et cette rigueur, elle se met, peu à peu en place, notamment par le biais de l'introduction de tout ce que la logique peut offrir. La logique, qui est cette sous-discipline en philo dont le mandat est de préciser comment on peut bien ou mal argumenter lorsque l'on développe sa pensée. Logique tant du point de vue formel que du point de vue informel. Les raisons, les bonnes raisons, qu'est-ce qui fait qu'une raison est une bonne raison ou pas une bonne raison, et ainsi de suite. Et surtout, elle nous permet de reconnaître les sophismes, mais ça, c'est pas rien. C'est un des éléments centraux une des préoccupations centrales de Lippmann, au début, c'était de se dire comment on peut aider les enfants à contrer la manipulation, à se défendre contre la manipulation. Et la manipulation, elle passe par le langage, notamment. Et elle passe par les sophismes. Certains publicitaires, et à nouveau certains politiciens, pour ne nommer que ceux-là, parce qu'il y en a bien d'autres, sont des artistes dans l'art de créer des sophismes. Mais on peut les reconnaître. Et ce qui se développe aussi, ce sont les habiletés de recherche, parce qu'on est dans le cadre d'une communauté de recherche philosophique. Et au cœur de ça se trouve le dialogue. On ne peut pas imaginer une communauté de recherche philosophique où le dialogue serait absent. Mais un dialogue, ce n'est pas n'importe quoi. Ce n'est pas une conversation. Parce que dans une conversation, ce qui importe, c'est qu'on soit ensemble. Peu importe de quoi on parle. C'est donc le fun d'être ensemble et de pouvoir se dire... mais que ça avance ou que ça avance pas, c'est pas grave. Que ce dont on est en train de discuter, ça progresse ou pas, non, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on soit ensemble. Alors, c'est plus qu'une conversation, un dialogue. En fait, c'est pas non plus un débat. C'est ce qui se joue dans une communauté de recherche. Un débat, c'est un espace où souvent, il y en a un qui va gagner et l'autre va perdre. C'est un espace où parfois même, tu essaies de convaincre l'autre de ce que tu ne crois pas toi-même. Au point où, si on voit que c'est en train de changer un tout petit peu de l'autre côté, on va transformer l'argument. Puis, on n'y croit pas, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est de gagner. Alors, ce n'est pas ça ce qui est en jeu dans une communauté de recherche. Ce n'est pas une interrogation non plus où il y a une personne qui questionne l'autre constamment. Dans une communauté de recherche, en fait, ce qui se joue, c'est une délibération. Et par délibération, il y a donc co-interrogation. Les gens s'interrogent mutuellement les uns les autres, pas juste un qui interroge les autres, et pas dans un but de s'assurer que l'un va gagner et que les autres vont perdre, mais dans une perspective où on cherche à tenter ensemble de comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et comprendre, c'est tout à fait différent de combattre.
Alors, le dialogue est très important dans une communauté de recherche. Coopération, collaboration, du coup, va intervenir comme étant un élément central qui se joue dans une communauté de recherche, où, donc, il y aura de l'écoute qui va être en jeu, une écoute, comme je l'évoquais tantôt, active, souci de compréhension de ce qui se dit. On va souvent entendre les gens ou les enfants dire « Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, au fond? C'est quoi? Quel est le sens du mot là, que tu viens d'employer? » Plutôt que d'emblée dire « Ben, t'as pas raison, voyons donc. » Et donc, beaucoup de reformulations qui sont présentes dans une communauté de recherche. On prend le temps de reformuler. Est-ce que ce serait convenable de penser que ce que tu viens de dire, c'est... Et là, on laisse le soin à l'autre de dire oui ou non. Parce qu'on travaille souvent avec le présupposé, hein, et ça, je pense que c'est partagé, que ce qu'on dit, ça va être compris par les autres exactement comme on l'a compris nous-mêmes. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ou avec l'autre présupposé que ce que l'autre vient de dire, on l'a très, très bien compris comme lui l'avait compris ou elle l'avait compris. Ce qui n'est pas toujours le cas non plus. Voulez-vous que je reformule? Ça va aller? Dans une communauté de recherche, il y a aussi beaucoup de respect qui se met en place. Et ce n'est pas un respect qui s'impose en disant « soyez respectueux ». Là. Non, non. Le processus lui-même entraîne cela. Parce que les enfants sont intéressés de discuter de choses qui sont aussi importantes que la justice, les droits, la personne, la vérité, l'amour, l'amitié, tous ces éléments qui font partie de leur vie quotidienne et qui, souvent, on n'en parle pas. Parce qu'on a un programme qui est trop chargé pour pouvoir parler de ces choses si peu importantes. Et souvent, on présuppose qu'ils savent de quoi on parle. Quand on parle de... Tu sais, tu as 4 ans, ta maman te dit « Hey, sois donc raisonnable. » Ça veut dire quoi, ça, raisonnable, au fait? Hey, dis la vérité. La vérité... Vous comprenez que... Mais si on leur donne l'occasion de réfléchir à ces sujets-là, d'ailleurs, ils le disent, que ce soit au primaire ou au secondaire, ils le disent, ce qui est chouette avec la philo, c'est que c'est une matière qui ne nous prépare pas pour l'école, elle nous prépare pour la vie. Alors que souvent, les matières nous préparent pour l'école davantage que pour la vie. C'est-à-dire l'examen qui vient. Et ça, c'est documenté, là, les étudiants au doctorat qui ont fait des recherches, et puis bon, tout. Alors, respect, donc, pour les personnes qui sont en place, autour de la table, respect pour les idées aussi. On devient de plus en plus soucieux du poids qu'ont les idées, du poids qu'ont les mots. On voit bien que les mots sont pesants, sont lourds, que ça ne veut pas dire n'importe quoi le mot « idée », par exemple. Et respect, évidemment, pour les outils qu'on utilise pour penser. Un peu comme un mécanicien dans un garage. Moi, quand j'étais ado, je travaillais dans une station-service comme pompiste. Et à l'époque, hein, c'était dans l'autre millénaire, il y avait... les stations-service n'étaient pas des libres-services, il y avait toujours des mécaniciens. Puis, mon plaisir, c'était de les voir prendre le temps de nettoyer leurs outils à la fin de chaque journée. Parce que le lendemain, ils allaient faire face à de nouveaux problèmes, semblables peut-être à ceux qu'ils avaient vécu la veille, mais ils prenaient soin de nettoyer leurs outils, de bien les ranger. Et dans une communauté de recherche, c'est aussi ce qui se passe avec les enfants quand on fait de la philo, mais les outils ne sont pas ceux d'un mécanicien, mais ce sont les outils de ceux qui pensent avec d'autres, par et pour eux-mêmes. Les outils de la pensée. Un autre élément dans une communauté de recherche qui joue beaucoup, c'est la confiance. Et là, je vais aller rapidement parce que je sens que le temps file, Stéphanie. Ouais? Il reste 10 minutes? 10 minutes! Ah! Je recommence alors, je reviens. Non. Alors, confiance, oui, confiance en soi-même. Et ça, c'est précieux. Et puis, c'est normal que ça se passe aussi parce que dans une communauté de recherche, puisqu'on n'attend pas de toi une réponse qui est déjà inscrite dans le livre à la page 32 qu'il faudrait que tu donnes, bien, plus tu développes, plus tu te rends compte que les gens l'écoutent, plus tu te rends compte que les gens écoutent, plus tu te rends compte que ça peut changer quelque chose, ça devient intoxiquant, en fait. Tu sors de là le soir, tu te dis « j'ai dit ça, moi. » Puis en ayant dit ça, ça a eu ça comme effet. Puis ça a eu ça comme... Alors, confiance en soi, confiance aux autres, bien sûr, parce que c'est un lieu de rencontre amicale qui se joue dans une communauté de recherche. Tu sais, juste le fait d'éliminer cette idée qu'il faut qu'il y en ait un qui gagne et que les autres perdent, ça change tellement de choses.
Moi, à chaque fois que j'entends le mot débat, là, je dis j'ai les frissons, mais pas pour les bonnes raisons. OK. Et confiance dans la communauté même de toutes ces personnes qui pensent ensemble. Parce que ça devient vraiment une pensée communautaire qui se met en place dans une communauté de recherche philosophique. Par pensée communautaire, je veux dire une pensée où plusieurs y contribuent. On voit de plus en plus une co-construction du savoir qui se met en place. Confiance donc à liberté aussi, de plus en plus grande, de la part de chacun. Liberté de penser, bien sûr, parce qu'on n'est pas contraint à penser comme le prof doit penser. Liberté de penser par et pour soi-même aussi, parce qu'on n'est pas obligé de penser comme l'autre dans une communauté de recherche. Le consensus n'est pas le but recherché dans une communauté de recherche. C'est pas ça qui est en jeu. Mais liberté de penser aussi avec les autres. Parce que, puisqu'on est dans une rencontre, quand on dit quelque chose, il y a quelqu'un qui peut lever la main et dire « Mais je ne suis pas d'accord avec toi, Michel. » Toujours parce que, évidemment. Juste pas être d'accord, ça, il y en a plein. Mais le pourquoi, on n'est pas d'accord, qu'est-ce qui fait que, quelle raison tu aurais, quels critères tu aurais, c'est quoi, sur quoi as-tu des exemples, et ainsi de suite. Alors, il y a vraiment une liberté qui est donnée de faire qu'il y ait cette rencontre. L'incertitude est aussi un élément extrêmement important dans une communauté de recherche. On parlait d'humilité épistémologique tantôt, là, mais je pense que ça rejoint l'incertitude dans une communauté de recherche. Incertitude qui, elle, naît grosso modo de l'étonnement dans lequel les enfants se trouvent, qui lui-même prend racine dans le doute. Parce qu'on dit souvent, la philosophie commence dans l'étonnement. Oui, mais l'étonnement commence où? Et moi, je pense qu'elle commence dans le doute. Quand on commence à dire « Ouais, c'est peut-être pas si certain que ça ». Et ça entraîne le questionnement. C'est une pédagogie du questionnement, mettre en place une communauté de recherche philosophique avec les enfants. Faire de la philo avec les enfants, c'est renverser bon nombre de choses, notamment le fait qu'on n'est plus là en train de dire « Bon, j'ai un savoir à transmettre et je vais vous le transmettre ». Mais davantage, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser ensemble qui vont nous amener des réponses qui elles-mêmes vont nous amener vers d'autres questions, à nouveau. C'est davantage apprendre à poser des questions qu'à donner des réponses. Ce qui n'exclut pas des réponses, bien sûr. C'est un monde où, évidemment, où la recherche se met en place, du coup, une recherche commune, une communauté de recherche, et où, encore une fois, l'autocorrection devient extrêmement présente. Si j'avais une valeur à identifier comme étant celle qui m'apparaît la plus importante pour caractériser la démocratie comme manière de vivre, je dirais c'est l'autocorrection. Pourquoi? Parce que sans autocorrection, sans souci d'autocorrection ou d'autocritique, on sera toujours en train de se rentrer dedans pour dire « T'as tort, j'ai raison, t'as tort, j'ai raison, t'as tort, j'ai raison ». Et je ne vois pas comment on peut construire un monde démocratique sans cette préoccupation constante de se remettre en question, pour pouvoir entrer dans l'univers de l'autre. Et ça se fait dans un monde où il y a de l'incertitude. Dans un monde de certitude, pourquoi se remettre en question si on est certain? Dans un monde où il y a de l'incertitude, on est invité spontanément à le faire. Donc, autocorrection, remise en question, qui demande une prise en compte du contexte, comme je l'évoquais tantôt. Pour moi, c'est interrelier ces éléments-là. Alors, quand on regarde tous ces éléments-là, puis j'en ai laissé passer parce qu'il y en avait d'autres, que j'ai dit, j'en ai pas le temps, là. Je pense qu'on a là, pas tout ce qu'il faut, mais on a des éléments importants pour mettre en place, tant à l'école que dans la société en général, une démocratie comme manière de vivre, et pas uniquement une démocratie comme système social ou système de gouvernement. On a mis sur pied un cours en ligne, Stéphanie en parlait, qui en fait est un observatoire à l'université. Un observatoire où ça nous permet de voir vraiment qu'est-ce qui se passe quand on fait de la philo
Et puis, à droite, là, vous avez c'est un peu le site. On pourrait accrocher ça sur la corde à linge tantôt. Là. Et qu'est-ce qu'on observe? On observe deux choses. Fondamentalement, deux choses. On voit des enfants ou des adolescents qui ont un besoin de comprendre et qui cherchent à comprendre toutes sortes de choses. Hein, ça peut être, ils sont en train de discuter sur l'amitié, les droits, la personne, le sens, tout ce qui les avive dans leur intérêt suite à la lecture de cette histoire, écrite pour eux, une histoire philosophique selon les âges qui varient. Et ce qu'on voit aussi, ce sont des enfants ou des adolescents préoccupés non seulement d'en discuter, mais de discuter de la qualité des outils qu'ils utilisent pour pouvoir en parler. Est-ce que je suis en train de faire un bon raisonnement? Est-ce que je suis en train de faire une bonne définition ici? Est-ce que l'exemple convient? Est-ce que l'analogie est bonne? Est-ce que le présupposé qu'on vient de dégager, c'est le bon présupposé? Ce serait quoi les conséquences qui seraient en jeu? Mais c'est-tu vraiment une conséquence? Et ainsi de suite. Donc, pas uniquement en train de discuter de l'amitié ou du bonheur ou de ce que vous voudrez, chose qui les intéresse, mais discuter de la façon dont ils se prennent pour en discuter. Et au total, ce qu'on a, c'est toute la mise en place d'un cadre éducatif visant la mise en route d'une communauté, qui est la dimension davantage démocratique du processus, quoique c'est interrelié, et la raisonnabilité de chacun, qui passe notamment par le traitement de sujets philosophiques qui touchent à la fois l'éthique, l'esthétique, la métaphysique, l'épistémologie et tout de suite. Un jour, j'ai dit, et je tiens à le répéter, c'est pas du Mickey Mouse philosophie que de faire de la philo avec les enfants. Là. C'est pas de la petite philosophie. C'est simplement avoir pris le temps de redessiner la présentation de la philosophie pour qu'ils puissent, eux, en faire et que ça soit à la fois utile et agréable pour eux. Donc, toutes les sous-disciplines de la philo sont présentes dans une démarche comme celle-là. Si bien qu'en faisant ça, vraiment, ça devient pour eux une manière de vivre à l'école. Ils s'engagent ensemble à chercher ensemble, pas juste en philo, ailleurs. On les entend souvent dire « Ah, mais c'est comme en philo ici ». Alors qu'ils sont en français, alors qu'ils sont en maths, alors qu'ils sont en n'importe quelle matière, au fond. Mais c'est en même temps quelque chose de transcendant. C'est-à-dire, c'est un idéal constamment à atteindre. C'est jamais atteint une fois pour toutes l'idée de la démocratie comme manière de vivre. C'est toujours quelque chose qui va, éventuellement, puis on recommence. C'est comme la paix. La paix, c'est pas un État, c'est un processus. La démocratie comme manière de vivre, c'est pas un État, c'est un processus qui est constamment à reproduire. Et quand la journée où on peut s'asseoir et dire « Ça y est, on a gagné, c'est fait, on l'a la démocratie comme manière de vivre », attendez-vous une bombe à quelque part qui va sauter. Parce qu'il y a du monde qui se seront assis en disant « On n'a plus besoin d'y penser ». Alors, pour terminer, j'ai une petite question à vous poser, mais vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous entendez? Je vous la propose comme question. Admettons que la philo est pratiquée régulièrement, dès la maternelle. Régulièrement, là, je veux dire, pas le vendredi après-midi, une fois ou 6 mois, là, en disant, tiens, on va leur faire un cadeau. Là. Régulièrement, voulant dire au moins une fois par semaine, minimum. Dès la maternelle, première année, deuxième année, troisième année. Tu sais, vous savez, comme si on faisait des mathématiques là, ou du français. Là, on pense que c'est important, la pensée. Là. La question, c'est la suivante. À quel âge on devrait avoir le droit de vote? 18 ans? 16 ans? 12 ans? Merci. Ça fonctionne. Allô? Est-ce que vous m'entendez? OK. Alors, merci beaucoup, Monsieur Stasville, pour votre conférence.
Et je pense que vous nous donnez un bon défi en nous lançant une question comme ça. Alors, je vais ouvrir la discussion au public, mais avant, j'avais le goût de partager peut-être un petit peu mes réactions personnelles pour avoir suivi le cours de M. Sasseville et avoir aussi été enseignante au primaire. Donc, d'écouter à nouveau votre conférence, je dirais que ça m'a rappelé que ce qui m'avait marqué quand j'avais suivi la formation à l'Université Laval, le premier point qui m'avait vraiment marqué, c'était le fait que dans la philosophie pour les enfants étaient considérés comme des êtres au présent, des êtres qui avaient des capacités d'action et de réflexion, ce qui, souvent en éducation, mais aussi dans d'autres façons d'approcher l'enfant, on le voit toujours dans une perspective, l'enfant qui deviendra un adulte. Alors ça, c'était vraiment un élément qui m'avait marqué, que vous avez relevé dans votre conférence aussi, notamment avec l'approche de Matthew Lipman, selon laquelle les enfants font de la philo maintenant. C'est pas un programme de préparation pour le futur à visée philosophique. Puis, de la sorte, ça fait en sorte que c'est pas de la philosophie Mickey Mouse, comme vous dites. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Puis, l'autre élément, bien sûr, qui m'avait beaucoup marqué, c'est toute la question des... en fait, l'élément, la pédagogie du questionnement. C'est vrai qu'on est aussi beaucoup dans le milieu de l'éducation formelle, dans une approche où on doit fournir la bonne réponse et c'est l'enseignant qui pose les questions, les élèves qui donnent les réponses. Alors, d'avoir ce renversement de perspective-là, où c'est les enfants qui doivent formuler des questions, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. D'autant plus que formuler une question, c'est une action intellectuelle qui n'est pas nécessairement facile. Ça demande de grandes aptitudes, des aptitudes intellectuelles de haut niveau. Alors ça, c'est vraiment l'autre élément. C'est les deux éléments qui m'avaient beaucoup marqué la première fois que j'ai suivi la formation. Lorsque j'ai suivi la formation, puis en écoutant votre présentation. Puis l'autre élément, je dirais, qui m'a marqué, c'est, ça peut sembler peut-être banal à dire, mais c'est que la philosophie pour enfants, elle permet justement de réunir les enfants autour d'un objectif commun. Et c'est vrai que souvent, on peut perdre ça de vue dans une classe. On a tous nos matières, puis on oublie de voir que c'est important de prendre le temps de s'arrêter puis de voir quels sont nos objectifs, quels sont nos projets. Quand j'enseignais, je me rappelle, dans une certaine période, on avait fait un projet très ludique. On avait mis pour Noël, on avait fait un projet en électricité où les enfants avaient fait un village illuminé, puis c'était vraiment plaisant. Puis après ça, en revenant au mois de janvier, les enfants ils devaient créer des projets de loi pour des enfants de 6e année du primaire. Puis après l'année, je leur demandais, bon, qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans votre session? Je pensais que tout le monde était pour me dire, le village illuminé, parce que il y avait la notion d'électricité et tout, mais il y avait quand même beaucoup de bricolage, puis c'était très festif. Mais non, ce qu'ils avaient aimé le plus, c'était de créer des projets de loi. Puis là, il y avait la direction qui était venue, ils avaient défendu leur projet de loi. Mais c'était quelque chose quand même de vraiment difficile, mais de leur demander leur point de vue, puis de penser à des projets pour le futur, pour des gens, pour le futur et le présent, mais pour des gens de leur âge, c'était vraiment ce qu'ils avaient vraiment marqué, puis ils avaient beaucoup aimé ça. Donc, ça me faisait penser à ça, l'importance de se donner des projets communs. Mais bon, je ne monopoliserai pas la parole. Alors, je vais me promener dans la salle. Donc, vous avez juste à me faire un petit signe si vous avez le goût de formuler des questions pour M. Sasseville ou qui sait tenter une réponse à la question que ce dernier nous a posée. Libre à vous. Oui, j'ai juste oublié, je vous invite à vous présenter aussi avant de faire votre intervention. Ou c'est une bonne idée de se lever, en fait. Bien, merci. Alors, Christine Ibrahim, je vous avoue là, que je me sens, je pense, très émue par ce que vous venez de présenter. Pour moi, ça représente vraiment le monde idéal qu'on se doit de créer. Qui malheureusement n'est pas ce qui est dans nos sociétés, ou très peu, à mon avis, par mes expériences. Ça me fait réagir de voir que vous parlez d'humilité et vous en dégagez beaucoup.
Et pour ça, je vous remercie, parce que c'est vrai que faire acte d'humilité, c'est un acte très difficile. Et l'autocorrection, c'est de l'humilité. Et puis, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qu'est-ce que ça va prendre pour que nos ministères de l'Éducation à travers le Canada finissent par comprendre qu'il faut faire ça à l'école? J'aurais besoin d'aide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait répondre à cette question? Oui. Bonjour tout le monde. Michel Zurka de la Commission scolaire Marguerite Bourgeois. Peut-être pas de tourner de doigt à personne. Je ne vais pas répondre à la question. C'est impossible. C'est une question tendancieuse de toute façon. Je travaille au service des ressources éducatives. Le monde de l'éducation m'habite depuis toujours dans ma vie d'adulte, puis évidemment dans ma vie de jeune. Je trouve ça intéressant, puis j'avais l'intention de lever la main. J'hésitais, je me disais, est-ce que je le fais? Je ne suis pas vraiment connu dans ce milieu-ci, je suis accompagné de Dominique. Mais j'avais envie de le faire d'entrée de jeu en me disant, on le fait, puis on est supposé passer 2 jours à discuter, on va arrêter de le faire avec des tabous. C'est-à-dire qu'on parlait ce matin dans une conférence de philosophie de la philo pour les enfants, mais il y avait, vous avez bien vu, toutes sortes de petits commentaires, parfois pas très subtils, sur le monde de l'éducation. Carrément. On a même caricaturé un enseignant qui dit « Quel est le sujet principal du texte? » J'ai pas de problème qu'on le fasse, mais qu'on le dise. Est-ce qu'on veut parler du monde de l'éducation et est-ce qu'on veut questionner? Parce qu'on va le faire, mais on va le faire de façon nuancée. On va le faire selon les propos même de M. Saisville. On ne va pas le faire sous forme de débat, puis on ne va pas condamner d'abord et avant tout les gens qui sont présentement en train d'enseigner à nos enfants. Stéphanie, tu disais que tu étais enseignante au primaire. Tu as bien vu que tout n'était pas si sombre. Tu as été sûrement une très bonne enseignante. Alors, je ne me lève pas ici présentement pour dire cesser de frapper sur le monde de l'éducation, mais au contraire pour dire si on veut parler de ça, si on veut pointer des choses, faisons-le concrètement, nommons-le, pas à travers un autre sujet. Et ça, c'est avec tout le respect que j'ai pour vous, M. Saisville. On a parlé de la philo pour enfants. Il y en a de la philo pour enfants dans les écoles. Il y a de cette approche-là qui est une stratégie, finalement, d'enseignement-apprentissage sous d'autres formes, dans d'autres disciplines, vous l'avez nommé. Donc oui, il y a beaucoup à faire en éducation, mais tout n'est pas mauvais non plus. Et il y en a de belles choses qui se font. Bâtissons là-dessus. Et surtout, je vous dirais, je terminerai là-dessus, c'est un cri du cœur, ne nous tournons pas vers nos ministères. C'est nous qui les avons élus. La question est à quel âge on a le droit de vote. On les a élus, ces gens-là. Alors, mettons-nous plutôt à la tâche pour changer les choses. Et ils vont le faire. C'est les citoyens comme nous qui sont là-bas. Voilà. Oui, Gilles Labelle, j'enseigne ici à l'université, à l'école d'études politiques. J'ai manqué le début de votre conférence, là, je m'en excuse, donc je ne vais pas en parler directement, mais moi j'ai été quand même interpellé par la dernière intervention parce que je pense, au-delà du contenu de ce qui a été dit, il y a une question qui a été mise sur la table. Et pour ce que j'ai entendu de votre conférence, il me semblait que c'était absent, puis je pense que ça vaut la peine d'en discuter. La démocratie, elle est, me semble-t-il, indissociable de la notion de conflit ou de division. On ne peut pas en faire abstraction. Ce que vous avez décrit, moi, je participe à beaucoup de groupes de discussion à l'université, aussi en dehors de l'université. Je vous écoutais, puis je me disais, c'est comme ça qu'on essaie de fonctionner. Tout ce que vous avez expliqué, le respect, l'écoute, etc. Et de cette façon-là, généralement, je pense qu'on essaie de s'approcher de cet idéal. Et effectivement, ça fonctionne assez bien, ça décrit assez bien ça correspond assez bien à ce que vous avez dit. Mais ça, évidemment, ça prend des personnes qui s'entendent dès le départ sur les principes à propos desquels on va fonctionner. Autrement dit, le dialogue, il fonctionne bien avec les personnes qui veulent dialoguer. Mais quand vous rencontrez des gens qui sont sur un autre terrain, et pas seulement parce qu'ils sont de mauvaise foi, mais simplement parce que dans la société, il y a des intérêts, il y a des idéologies,
à mon avis, l'irénisme, c'est-à-dire cette idée qu'on a juste à s'asseoir puis à écouter l'autre, et ça, c'est la démocratie, je pense que ça... Il y a une dimension là-dedans qui fait abstraction du fait qu'on est dans une société, la première intervenante l'a mentionné aussi, qui n'est pas fondée sur ces principes-là. Et comment vous faites pour dialoguer avec des gens qui ne veulent pas dialoguer ou qui disent qu'ils veulent dialoguer, mais qui ne dialoguent pas? Et ça, j'ai manqué le début, encore une fois, de votre conférence, là, mais je pense que cette dimension-là, elle est fondamentale, elle est importante. Et on ne peut pas... Monsieur avait raison, si un dialogue, il doit être sans tabou. Et on doit confronter des oppositions fortes. Et là, il y en a une sur la table. Je pense que ça vaut la peine de... Par-delà le fond de ce qui a été dit, on peut être en désaccord ou pas, là, mais ça doit faire partie de la réflexion. Sinon, on est dans un monde... on est un peu dans une bulle. Et je pense que ça ne correspond pas tout à fait à la façon dont les choses fonctionnent dans nos sociétés. Je crois que vous avez totalement raison. Dans le sens où, si on prend la société comme elle est actuellement, oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense qu'elle fonctionne comme ça parce qu'elle nous a proposé, dans ces modèles d'éducation, des modèles de compétition, d'affrontement, de rencontres d'intérêts divergents qui doivent être... où nécessairement, il y en a un qui va gagner et l'autre va perdre. Mais si on a une éducation qui est fondée sur d'autres principes, alors la société elle-même peut être fondée sur d'autres principes. Les principes que vous évoquez, ils existent aujourd'hui, oui, c'est vrai, mais ils ne sont pas par nature, ils sont par culture. Et par culture voulant dire par l'éducation que l'on reçoit. Et si on change l'éducation, si on la modifie profondément, si on passe de la compétition à la collaboration, à la coopération, alors la société dans laquelle on se trouve peut, elle aussi, être changée. Demain matin, si quelqu'un avec qui je souhaite, moi, dialoguer ne veut pas dialoguer, on a effectivement un sérieux problème. Moi, je dirais, tu peux toujours essayer, mais tu risques de perdre ton temps. C'est pas par là qu'il faut passer pour vivre une démocratie comme je viens de la décrire. Mais si on veut y arriver, il faut, je pense, commencer très, très, très tôt à l'école. Là où les enfants sont la plupart du temps présents durant une journée, et travailler dans ce sens-là. C'est pas un changement qui se fait ou qui se fera parce qu'on va décider demain matin qu'on se met à dialoguer. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Par ailleurs, pour l'intervention de monsieur qui précédait, oui, il se fait des choses à l'école dans ce sens-là, bien sûr, mais je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire pour que ça change, pour que ça se modifie. Il y a plein d'endroits où il se fait de la philo pour les enfants, mais il y a encore plein d'endroits où il ne se fait rien de ça. Mais absolument rien de ça. Et il n'y a pas que la philo pour les enfants qui peut conduire à cela en passant. Là. Je pense par exemple au programme d'éthique et de culture religieuse dans lequel les gens utilisent parfois la démarche de philo pour enfants. Voilà une voie pour y arriver, tranquillement, mais voilà une voie pour y arriver. Encore faut-il aussi voir comment ces gens-là ont été formés pour y arriver. La formation, pour moi, l'un des problèmes de fond, et je sais, je ne me fais jamais d'amis en disant ça, mais en même temps, quand on prend le temps d'en discuter, on se rend compte qu'il y a peut-être un petit peu de vrai dans ce que je dis. Le problème de fond, à mon sens, il n'est pas dans les écoles, il est dans les universités et dans les facultés des sciences de l'éducation, là où sont données les formations pour les profs. Ce sont des formations essentiellement théoriques qui sont en jeu là. Les étudiants, moi je trouve ça grave. Je vais même aller plus loin. Là, je ne me ferai pas d'amis ce matin. Je vais même aller plus loin. Je trouve ça immoral dans certains cas, les formations qui sont données. Je reçois des étudiants en 4e année, qui sont en 4e année en sciences de l'éducation. Ils terminent. Ils viennent suivre les cours à la faculté de philo. Et je leur parle d'habilité pour penser. Et ils me regardent avec des yeux comme si j'avais dit quelque chose qui venait de je ne sais pas quel monde lointain. Ils n'en ont jamais entendu parler. La formation de la pensée ne semble pas être un intérêt fondamental, même un intérêt, dans certains cas,
dans les sciences de l'éducation. Ça me paraît grave, moi, si on pense à former des gens qui vont vivre en démocratie et qui, pour vivre en démocratie, ont besoin d'avoir une pensée critique développée, notamment. Pardonnez-moi, Mélissa-Mie. Merci. Je vais prendre 2 dernières interventions avant la pause. Je suis vraiment désolée. Je sais que ça suscite beaucoup l'intérêt. Mais bon, je pense que c'est dans le ton de ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est-à-dire d'avoir des conversations sans tabou, ne pas avoir peur de faire de preuves d'autocritique, comme M. Sasseville l'a dit, parce qu'on n'est pas ici pour faire la caricature de personne, mais être capable de se remettre en question. Donc, je vais donner les 2 derniers droits de parole. Merci. Moi, c'est Jacqueline Romano-Toramagnan. Je suis dans le comité des retraités Brundtland, là, les écoles vertes Brundtland. Et pendant que je vous entendais parler, là, je visualisais déjà les enfants en train de parler entre eux. Puis vous avez mentionné à quel âge est-ce qu'ils devraient voter. Et moi, j'ai dit, bon, à ce moment-là, il ne faut pas utiliser uniformément les citoyens de demain. C'est les citoyens d'aujourd'hui qui ont cette compétence-là. Et je vois ça comme un cours qui transcende, c'est une étincelle pour moi. Et ça devrait être comme faisant partie prenante de toute formation des maîtres à la base. Parce que c'est une étincelle qui allume, qui donne le goût d'apprendre, le goût d'être curieux, de pousser, d'investiguer davantage. Et c'est ça, être curieux, c'est être vivant, c'est toujours chercher et discuter. Puis, aussi, ce que je voulais voir, ça vient bousculer des choses parce qu'on parle de débat, de les former à la controverse et tout ça. Et je voulais voir où est-ce que vous situez ça. Et j'aime beaucoup ce que vous dites, débat. Moi, je ne l'avais jamais vu comme une confrontation, quelqu'un qui gagne, quelqu'un qui... Mais en y pensant, oui, c'est ça. Alors, j'aime mieux vos propositions. Alors, mais j'aimerais vous entendre parler par rapport à vraiment, parce qu'on parle tellement là de, il faut les amener à la controverse. Alors, quoi la place de la controverse là-dedans? Je vais répondre rapidement, compte tenu du temps qui nous est imparti, mais le problème avec les débats, c'est que souvent, on demande aux gens de soutenir une position à laquelle ils n'adhèrent pas nécessairement. Vous savez, ces concours, notamment là, qui existent, les debaters, où 15 minutes avant, on dit à telle personne, mais voilà la position que tu devras soutenir dans 15 minutes, développe les arguments, et puis le meilleur des deux l'emportera et tout. Ça peut être très grave sur le plan psychologique. Récemment, en Angleterre, il y a une adolescente qui a dû soutenir le fait qu'on avait le droit de se suicider alors que son frère venait de se suicider. Et elle l'a appris 15 minutes avant, et puis elle était dans un état... C'est un exemple limite que je viens de donner, mais c'est parce que l'idée derrière ici, c'est d'en arriver à penser par et pour soi-même. Avec les autres, mais par et pour soi-même. Et donc, c'est d'en arriver à penser en accord avec les valeurs que l'on a, avec ce qu'on estime important pour nous, qui peuvent d'ailleurs être en conflit avec d'autres valeurs, mais ces conflits-là peuvent être résolus autrement que par « je vais gagner, tu vas perdre ». Et du coup, le débat m'apparaît inapproprié comme moyen. La délibération, oui, m'apparaît beaucoup plus juste, comme les membres d'un jury qui délibèrent pour savoir si telle ou telle personne est ou non coupable. L'objectif pour eux, ce n'est pas, comme l'avocat de la défense ou celui de la couronne, de prendre position au regard d'une soit coupable ou non coupable, mais d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est bien différent que le rôle que peuvent jouer les avocats dans ce cadre-là. Je suis rapide dans la réponse, là, mais... Vous aurez l'occasion de toute manière de discuter de ces enjeux-là tout au long de la journée. Oui. Donc, je donne le dernier droit de parole. Oui, bonjour, je suis Paul Carr, je suis professeur à l'Université du Québec en Outaouais. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas philosophie pour enfants, mais je suis pas mal Paulo Freire, qui parle de la conscientisation, des relations de pouvoir inéquitables, l'alphabétisation politique, ce qui se rejoint beaucoup. Ma question, c'est... au niveau des démocraties normatives hégémoniques et les relations de pouvoir inéquitables, les questions que vous avez posées à la fin, quel âge on devrait avoir pour voter?
Mais est-ce qu'on ne devrait pas, je ne sais pas, encourager les enfants peut-être de remettre en question le type de démocratie, surtout la démocratie normative, sachant que les jeunes en particulier n'aiment pas voter pour beaucoup de raisons. Et la question de l'âge de vote, c'est peut-être moins prioritaire que le type de démocratie qu'on aimerait créer. C'est pas pour mettre en question de rien, la présentation, mais la question de relations de pouvoir inéquitable, pour rejoindre à la question de monsieur en arrière, c'est ça, les discussions qu'on a sans toucher à fond le racisme et d'autres injustices. Parfois, il y a une espèce de normativité qui pourrait contrôler le type de discussion. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et j'en suis sûr que ça ressort. C'est normal dans les discussions, mais parfois dans des discussions normatives, on peut suffoquer aussi ces injustices-là. Merci. Oui. Ben, si je comprends bien le sens de votre question, monsieur, tout est sujet à discussion dans une communauté de recherche philosophique, même l'idée de démocratie telle qu'elle se vit, de telle manière qu'on puisse constamment être en processus de reconstruction de l'expérience, plutôt que de se dire « c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, et ça va rester comme ça ». Donc, même si on pense qu'on a le meilleur système au monde, admettons, faisons l'hypothèse, il y aura quelqu'un pour dire « oui, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose qui pourrait être encore meilleur ?» Pourquoi? Ben parce qu'il y a tel et tel problème, finalement, qui se pose ici. Et comment penser la démocratie autrement que comme elle se présente actuellement. Parce que même si c'est supposé être un régime qui vise à ce que les gens soient libres, le plus possible, on voit bien comment elle se construit par ailleurs sur le plan politique et financier. Et on se dit, peut-être que c'est pas tout à fait comme ça qu'on pourrait souhaiter l'avoir. Par exemple, et si on revenait à ce qu'on faisait dans l'Antiquité, où on choisissait les élus au vote, pas au vote, mais au hasard, simplement. Non pas parce qu'ils étaient financés comme Trump et compagnie par X, Y, Z financiers, mais parce qu'ils avaient été choisis au hasard. Point. Voilà un exemple. Tout est sur la table dans une communauté de recherche. Tout. Il n'y en a pas de sujet tabou. Je sors d'un colloque la semaine dernière en philo pour enfants, organisé par des ados. La thématique du colloque, c'était les tabous. Alors, tout a été abordé de ce qu'eux voulaient aborder. Il n'y a pas d'emblée quelque chose qui est mis de côté. Je ne sais pas si j'ai bien compris le sens de votre question, mais... Peut-être juste pour enchérir, par exemple, dans notre société, pour parler de, juste pour donner un exemple, la blanchitude, le suprématie et le pouvoir de la race blanche. C'est difficile d'en parler parce que beaucoup de gens n'y croient pas. Mm-hmm. C'est un petit peu comme le sexisme. Beaucoup d'hommes ne comprennent pas. Et puis, pour parler d'avoir des discussions, c'est juste, on le voit, vous avez cité aussi l'exemple, les étudiants qui n'ont pas eu beaucoup de chance de s'engager dans des activités de pensée critique. Et c'est un questionnement que j'ai parce que c'est difficile d'en parler d'une tas de questions. L'arrivée des réfugiés syriennes, la pauvreté, le suicide des autochtones. Donc, parce qu'il y a des valeurs normatives et souvent, c'est pas évident de faire ressortir ces grandes questions. Je pense que les réseaux sociaux vont être d'une grande utilité dans ce contexte. Facebook, Twitter, compagnie, là, je pense qu'il y a beaucoup de... évidemment, il y a plein de dérives là comme ailleurs, mais il y a de l'espace pour que les gens puissent poser des questions qui autrement ne se poseraient pas. Grâce au fait qu'ils sont connectés. Alors, merci beaucoup, M. Sasseville. Merci à tout le monde aussi pour vos interventions. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui sont ressortis qui vont être justement discutés explicitement dans nos différents panels. Donc, les qualités citoyennes, mais aussi les obstacles. Là, on a parlé de médias sociaux. Donc, on va avoir la chance vraiment, en plus petite équipe, d'en parler davantage. Alors maintenant, c'est le temps d'avoir une pause. En arrière, il y a du café, des jus, des fruits. Donc, je vous invite à aller faire le plein d'énergie. Puis, on va se retrouver ici, c'est très important, à 10h45 pour le panel, donc dans 15 minutes. Merci. Merci.